Depuis le début de l'année, les promoteurs sont aux prises avec des difficultés en tout genre. Baisse de la demande, baisse des ventes, hausse des prix, hausse des annulations, sans oublier les oppositions locales qu'ils peuvent rencontrer pour leurs projets. Côté investissement locatif, la donne change en janvier avec le début de la fin du dispositif Pinel et l'arrivée du Pinel Plus qui ne fait pas que des heureux. Immobilier neuf, le marché est-il au bord de la crise? C'est le sujet de ce dernier point IMO de l'année. C'est parti. Et avant de commencer cette émission, une information importante, c'est la première fois en 11 émissions que le Point IMO accuse un refus de participer en visioconférence. Alors je vous explique tout. Compte tenu du sujet, nous avions bien évidemment convié la Fédération des promoteurs immobiliers à participer en visio à cette émission, puisque logiquement la promotion c'est plutôt leur domaine. La FPI a décliné notre invitation en refusant de participer en visio et souhaitant participer uniquement en plateau, une exigence que nous n'avions jamais rencontrée en 11 émissions et que nous avons bien évidemment refusé, mais c'est l'occasion d'apporter une précision importante. Il n'y a aucune différence de traitement entre les invités en plateau et ceux en visio. La répartition se fait selon les choix de la rédaction qui dépend de contraintes éditoriales et logistiques. Nous essayons d'avoir autant que possible des conseillères et des conseillers en plateau et surtout, nous essayons de vous proposer à chaque émission des professionnels, des experts de l'immobilier qui ont à cœur de partager avec vous leur expérience, leur savoir-faire, leur expertise, de vous apporter leurs meilleurs conseils et qui ne cherchent pas à se mettre excessivement en avant. Voici pour le point de précision, je vous propose de retrouver les invités qui ont aimablement accepté notre invitation et qui se sont humblement retenus d'imposer de quelconques exigences. Bonjour Renaud Cormier, merci d'être avec nous. Désolé du coup pour cette introduction un petit peu différente de d'habitude et un peu longue, mais il fallait remettre quelques points sur les i, mais toujours avec le sourire. Vous êtes directeur général de TZIS, plateforme de services et de solutions pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vous êtes également président de la FIL, l'Association française de l'investissement locatif. Vous avez récemment déposé un amendement au plan de finances 2023 concernant le Pinel, un amendement qui a été voté. Vous allez tout nous expliquer d'ici quelques instants. Il est économiste spécialisé dans les questions urbaines et professeur également à l'école urbaine de Sciences Po et directeur associé de l'agence Grand Public. Pour lui, les oppositions que peuvent rencontrer les promoteurs sont davantage d'ordre démocratique qu'économique. Il vient tout nous expliquer. Il est en visio, c'est Frédéric Gilly. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et enfin, l'un des poids lourds du secteur immobilier, de la promotion immobilière est avec nous. Il vient témoigner des difficultés du secteur, il vient parler des solutions qu'il trouve pour continuer à construire. C'est Stéphane Dallier, directeur général immobilier résidentiel de Nexity, qui est avec nous en visio. Comme quoi, ça marche bien. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Renaud Cormier, merci d'être avec nous également en plateau. C'est donc à vous que revient la charge d'ouvrir le bal avec une première question assez inspirée, je dois l'avouer. Si vous deviez résumer la situation du marché immobilier neuf avec un titre de film, ce serait 1. L'âge de glace, le marché est gelé, il est temps d'hiverner. 2. Les aventuriers de l'Arche perdue, parce qu'il en faut du courage pour acheter dans le neuf aujourd'hui. 3. Titanic, parce que l'iceberg n'est plus très loin. 4. Ocean's 11, à peu près le nombre de promoteurs qui resteront après la crise immobilière que tout le monde prédit. Je dirais Indiana Jones, mais je changerais le film. Je dirais plutôt La Dernière Croisade, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est la quête du Graal. Et non pas de l'Arche perdue, si mes références cinématographiques ne sont pas trop mauvaises. On va justement dans le détail avec la première partie. On parle des ventes, des annulations, des prix en hausse. C'est la première partie. Stéphane Dallier, je me tourne vers vous. Selon la FPI, qui a quand même envoyé ces chiffres, même s'il ne voulait pas participer, les ventes aux particuliers ont baissé de 22% au troisième trimestre par rapport à celui de l'année dernière. Sur les 9 premiers mois de l'année, c'est un peu plus de 14%. Or, on voit que les prix continuent d'augmenter. C'est le laboratoire de l'immobilier qui nous le dit, le laboratoire de l'immobilier qui fait partie de TZIS. Le laboratoire a relevé une hausse des prix d'un peu moins de 6% en 12 mois dans les villes de plus de 45 000 habitants. Stéphane Dallier, expliquez-nous pourquoi les prix continuent d'augmenter alors que les promoteurs n'arrivent plus à vendre. Pour beaucoup de raisons. Vous l'avez signalé, la baisse du nombre de ventes aux particuliers est de plus de 29% au T3, mais on peut aussi signaler une baisse qui est peut-être encore plus flagrante de ventes en bloc, et notamment à des bailleurs institutionnels, de moins 54%. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un arrêt, en tous les cas un énorme frein de la commercialisation. L'augmentation des prix, elle s'explique par 3 facteurs.
Et je vais vous expliquer comment est construit un prix de logement. Il y a 3 critères dans un bilan qui fait une résultante des prix du logement. Il y a déjà le prix du foncier. Le prix du foncier, il n'a pas baissé depuis quelques années. C'est une denrée qui devient de plus en plus rare. Et il est difficile d'imaginer qu'il va baisser, même si on l'appelle de nos voeux, tout promoteur confondu. Le deuxième critère, c'est le coût de construction. Et on a vu cette année une augmentation assez importante des coûts de construction liée à 2 phénomènes, une augmentation du prix des matériaux et puis une augmentation du prix de l'énergie, qui a un double effet, c'est que les coûts de construction ont augmenté. Donc vous imaginez bien qu'un prix de foncier qui, dans le meilleur des cas, stagne, un coût de construction qui continue à monter, ça ne fait pas un prix du logement qui descend. Renaud Cormier, je me tourne vers vous parce que côté investissement locatif aussi, forcément, il y a des impacts. Vous proposez des programmes d'investissement à vos partenaires CGP. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont les remontées terrain? Est-ce que vous avez plus de difficultés à sourcer des nouveaux projets et est-ce que vos clients CGP ont plus de mal à les vendre, à les commercialiser à leurs clients? Alors, sur le sourcing, je dirais que c'est compliqué depuis un moment. On vient de parler de crise de l'offre. Cette crise de l'offre, elle dure depuis déjà quelques trimestres. Donc sur le sourcing, comme il y a des difficultés de commercialisation, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile aujourd'hui, notamment parce que effectivement les acheteurs institutionnels, ça a été cité, sont en recul très fort. Trouver aujourd'hui des investisseurs intéressés, c'est possible. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des investisseurs solvables et donc finançables. Et on parle de baisse des ventes depuis maintenant plusieurs trimestres, mais on parle de baisse de ventes généralement de réservation. La réalité, c'est que vous avez des vagues d'annulation maintenant parce que les clients, du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, mais aussi du taux d'usure, n'arrivent plus à financer leurs opérations. C'est un sujet qui monte justement chez les promoteurs, c'est les augmentations des annulations. Est-ce que c'est ce que vous constatez, vous, de votre côté? Et après, j'aurais la même question pour vous, Stéphane Dalliet. C'est ce qui a vraiment changé depuis début septembre. C'est-à-dire que depuis début septembre, il y a une accélération, je dirais, de la baisse des réservations, mais il y a surtout une explosion des annulations. Beaucoup de clients avaient gardé, ou de conseillers en gestion de patrimoine avaient réussi à garder leurs clients au chaud en espérant une remontée significative du taux d'usure au 1er octobre, que tous les professionnels appellent de leur vœu depuis maintenant un moment. Le taux d'usure a été révisé, mais à la marge. Et en fait, beaucoup de dossiers ne passaient pas sur l'ancien taux d'usure, ne passent pas plus sur le nouveau taux d'usure. C'est vrai qu'on constate une accélération du taux de désistement. Classiquement, chez un promoteur, le taux de désistement, c'est dans les 30-32%. Là, on monte plutôt à 35%. Et dans cette augmentation, il est vrai que le motif, il est essentiellement des refus de prêt. Après, il faut toujours analyser ça et Renaud Cormier a raison. On est toujours sur un décalage entre les réservations et le taux de désistement lié à des refus de prêt. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. On avait constaté des refus de prêt qui étaient, pour moi, des refus de prêt mécaniques liés au taux d'usure. Mais c'est vrai que le taux d'usure a monté, les taux ont monté aussi, donc il va falloir qu'on attende une stabilisation des taux avant que ça en produise vraiment les effets. Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de confiance. Mais Stéphane Dalliet, vous parlez des problèmes de financement des Français. Effectivement, il y en a. En revanche, on voit que les prix continuent d'augmenter. Est-ce que les promoteurs, pour éviter cet effet de surstockage, ne devraient pas essayer de diminuer leurs prix? Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui sur le marché? Est-ce que les promoteurs n'ont vraiment aucune marge pour pouvoir tirer un peu à la baisse les prix? C'est difficile quand on construit des projets très en amont. C'est toute la difficulté de notre métier. Entre le moment où on va détecter un terrain et faire un projet et le moment où on va le mettre en commercialisation, c'est cool parfois 1 an, 2 ans. Et tous les prix sont faits avec les prix initiaux. J'ai un autre chiffre pour vous, Stéphane Dalliet. 19 000, c'est le nombre de mises en vente au 3e trimestre par les promoteurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les promoteurs contrôlent autant, du coup, le début de commercialisation de leur lot? Beaucoup de promoteurs n'arrivent plus à comprendre comment est calculé un prix de revient de l'opération. Je le disais tout à l'heure, il y a eu une énorme augmentation du coût de construction. Et c'est vrai que beaucoup de petits promoteurs n'ont plus la capacité de mettre en commercialisation et en production des projets dont ils ont obtenu les autorisations administratives. Pendant longtemps, on a dit c'est très difficile d'obtenir les autorisations administratives. Ça reste quand même assez difficile, et notamment dans les métropoles. Mais si on prend d'une manière générale, beaucoup de projets sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas l'économie du projet. Il n'y a pas d'équilibre. Donc les promoteurs freinent en attendant d'essayer de retrouver la main. On a parlé des problèmes, j'aimerais bien qu'on aborde les solutions. Maintenant, Renaud Cormier, comment vous vous adaptez à ce changement de contexte avec des prix qui augmentent, des ménages qui ont du mal à emprunter?
Comment vous adaptez? Alors sur la partie investissement locatif, ça fait déjà plusieurs trimestres qu'on est en recherche de solutions alternatives. On fait de plus en plus d'opérations, notamment gérées étudiants, sur lesquelles vous êtes sur des enveloppes de prix qui sont plus accessibles pour les gens qui ne peuvent plus se payer de la Pinel. Pour faire court, aujourd'hui, un investissement en Pinel, en moyenne de 120 000 euros. Donc dans un contexte de hausse des taux et du problème de taux d'usure qu'on a évoqué, vous désolvabilisez énormément d'investisseurs potentiels. Donc le gérer, notamment le gérer étudiant, peut être une solution. On regarde, nous, de plus en plus d'opérations de rénovation dans l'ancien, puisque là aussi, vous êtes sur, à la fois, vous contournez certaines difficultés de création de nouvelles opérations dans le neuf, et vous êtes traditionnellement sur des enveloppes plus basses et vous êtes sur des rendements un peu plus élevés. Simplement, on a un souci en France, c'est qu'aujourd'hui, la rénovation de l'ancien n'est absolument pas industrialisée. Donc pour une plateforme comme nous qui devons sourcer quelques milliers de logements, c'est toujours un peu compliqué de faire ça en mode petit OP par petit OP. Et puis en dernier ressort aujourd'hui, on cherche des solutions alternatives pour le client final investisseur et notamment on passe par de la pierre papier qui est pour moi un pis-aller puisque c'est moins intéressant pour un particulier que de faire de l'investissement en direct. Simplement, ça permet d'ouvrir des tranches d'investissement plus faibles. C'est une autre forme d'investissement immobilier. Donc, du résidentiel géré, de la rénovation, de la pierre papier. J'en profite pour faire reparler de l'émission du dernier point IMO sur les SCPI dans l'assurance vie. Vous pouvez regarder, on vous met le lien. Est-ce que du coup, on peut dire que peut-être vous détournez un peu de l'investissement locatif vu le contexte? Alors, on ne se détourne pas, nous, TZIS. Par contre, ce qui est clair, c'est que les CGP sont en train de s'en détourner. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué de faire de l'immobilier direct. Les rémunérations également ont baissé sur l'immobilier direct depuis plusieurs années. Et comme on voit émerger effectivement énormément d'offres alternatives, notamment de pierre-papier, nous, notre constat est un peu le signal d'alarme que l'on tire auprès des promoteurs, c'est aidez-nous à garder l'entrain historique des CGP pour l'immobilier. Ça reste la meilleure solution pour le client final, mais forcément, si pour l'intermédiaire, pour le conseil, c'est trop compliqué de commercialiser, de sourcer, de commercialiser, d'emmener, de financer de l'immobilier direct, on va avoir de plus en plus de conseillers, donc de particuliers, qui vont se tourner sur des offres alternatives. Le marché n'a pas besoin de ça. Mais comment les promoteurs concrètement peuvent vous aider? Aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler du mieux possible les opérations, y compris dans leur présentation, dans le marketing des opérations. On sort de plusieurs trimestres où on a un problème d'offre. À partir du moment où il y a un problème d'offre, il n'y a pas de problème de commercialisation. Je pense que l'accent a été mis par les promoteurs sur le sourcing, sur la sortie des opérations, les mettre sur le marché. Dorénavant, même si elles sont sur le marché, il faut accompagner la commercialisation. Il faut mettre en avant les points forts du programme. Investir dans la promotion. Il faut investir dans la communication. Dans la communication, des choses toutes bêtes. Nous, on voit arriver en comité foncier parfois des opérations où, ne serait-ce que la présentation marketing de l'opération, on sent qu'elle n'a pas forcément été très travaillée. Parce que de toute façon, que ça partait tout seul. Ça partait tout seul. Voilà, on n'est plus dans cette situation. Bon, Stéphane Dallier, je me tourne vers vous. On va vous poser la même question sur les solutions. Côté marketing, vous êtes au taquet du coup sur vos programmes? Oui, vous avez raison, c'était facile. Depuis quelques années, c'était de la grande distribution. Donc, on avait toujours des difficultés à mettre de l'offre. Dès qu'on en mettait, ça partait très bien. Là, on voit bien que l'effet ciseau, crise de l'offre et crise de la demande, nous oblige à faire un peu plus de marketing et oui, à mettre en avant toute la vertu de nos projets, puisque nos projets sont vertueux. Ils sont vertueux toujours d'un point de vue écologique. On parlera du Pinel Plus tout à l'heure. Il n'empêche que depuis longtemps, la profession s'est largement améliorée et a fait énormément d'efforts pour sortir des produits vertueux. On s'est aussi lancé depuis quelque temps dans la rénovation et la réhabilitation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actifs des années 70-80 en bureau qui ne trouvent plus preneurs et qui sont obsolètes et qui se prêtent assez facilement à la transformation en résidentiel. Alors pour le coup, plus en résidence gérée, que ce soit des résidences étudiantes ou des résidences seniors. Donc rénovation et retour en force des résidences gérées. Merci à tous les deux pour ce point conjoncture. On parle tout de suite des difficultés que peuvent rencontrer les promoteurs immobiliers sur le terrain, plutôt du côté des habitants. On fait le point avec notre troisième invité. Et je me tourne donc vers vous, Frédéric Gilly. Rebonjour Frédéric Gilly, je rappelle, vous êtes économiste spécialisé sur les questions urbaines et professeur à l'école urbaine de Sciences Po. Alors déjà, Frédéric, que vous a inspiré ce que vous venez d'entendre de la part de nos deux professionnels de l'immobilier? Bonjour et merci de cette invitation.
Moi, je dirais qu'il y a deux choses très intéressantes dans ce qui vient d'être dit du point de vue du fonctionnement de l'économie immobilière et de sa place dans la ville, dans ce qu'elle apporte à la ville. D'abord, il y a ce mythe récurrent de la fluidification des marchés, de quelque chose qui s'ajusterait immédiatement offre-demande. Et dans ce que disait Stéphane Dallier, je trouve que c'est très important d'avoir en tête que, il faut du temps pour construire des projets, pour construire les bâtiments, et que on n'a pas un ajustement permanent et systématique de l'offre, de la demande Également. et des prix. On n'est pas sur un marché liquide comme un marché financier. Ouais. On traite de la matière, on traite des villes, et ça a des conséquences sur les politiques publiques, ça a des conséquences sur la façon que les projets ont d'être négociés entre promoteurs, avec les aménageurs, avec les collectivités et avec les habitants. Cette temporalité-là, elle est fondamentale. Et le deuxième point, c'est cette question de est-ce qu'on bâtit dans le neuf seulement ou est-ce qu'on bâtit aussi sur de l'ancien, avec de la densification, avec du changement d'usage. Aujourd'hui, quand on va voir les habitants, on entend une énorme préoccupation économique. Et on entend aussi la volonté qu'ils ont de ne pas saccager la nature qui les environne. Et face à cette demande, on entend des réactions un peu partagées de la part des professionnels et de la part des élus. Parce que de la part des professionnels, à nouveau Stéphane Dallier l'a dit, c'est compliqué d'intervenir dans de l'ancien. C'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes modèles C'est pas les économiques. mêmes contraintes. Et pendant longtemps, la filière a pas fait les efforts, je pense, pour s'adapter. Maintenant, elle le fait, c'est une très bonne nouvelle. Et puis pour les élus, c'est pas facile non plus. Parce que intervenir dans l'ancien, enfin dans l'ancien ou dans le déjà bâti, ça veut dire intervenir dans des endroits dans lesquels il y a beaucoup de voisins. Et les Et élus, c'est justement, sont justement parfois, compliqué. les élus sont parfois réticents à délivrer des permis de construire parce que leurs propres administrés n'ont pas envie de voir arriver de nouveaux programmes immobiliers. Frédéric Gilly, on publié une interview de vous en juillet dernier dans la GFI Active dans laquelle, justement, on parlait de ces oppositions que peuvent rencontrer les promoteurs sur le terrain. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les locaux s'opposent, parfois de manière très virulente, aux nouveaux programmes immobiliers? C'est quoi? C'est un peu cette idée de on veut bien des nouveaux logements, mais pas en face de chez nous, c'est ça? Ou c'est un peu plus compliqué que ça? Il y a de tout, hein. Il y a évidemment le côté le dernier arrivé ferme la porte derrière lui en disant maintenant moi j'ai pu profiter d'un bien, je veux pas que de nouvelles personnes arrivent parce que ça va dégrader le cadre dans lequel je vis. Mais on a aussi beaucoup d'habitants qui disent les nouveaux logements, ils vont amener pas juste des nouveaux habitants, ils vont aussi amener des nouveaux standards de prix qui sont la promesse Oui. pour nous, habitants historiques, de nous faire dégager du quartier à un horizon plus ou moins proche. Et dans un système dans lequel on a une inflation immobilière extrêmement forte, les gens, quand ils sont dans un quartier, se disent en fait, tant que le quartier bouge pas, il y a peut-être une chance que je puisse y rester. Et alors, ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire ça vaut y compris pour les propriétaires et pour les locataires en social. C'est-à-dire la peur Parce de que voir son quartier il se n'y a pas que les prix de gentrifier? l'immobilier. Pardon? C'est la peur de voir un peu son quartier se gentrifier, ce phénomène de gentrification? Exactement. Exactement. Et, enfin, mais le problème, c'est que quand on dit gentrification, généralement, on regarde ce qui arrive. On ne regarde pas la menace de se faire soi-même éjecter. Ouais. Quand on parle de ceux qui ont peur des processus de gentrification. Les gens qui ont peur des processus de gentrification, ils ont peur que leurs enfants puissent pas rester grandir dans la ville dans laquelle ils ont grandi, et ils ont peur pour eux-mêmes de se faire éjecter, y compris, je disais, même pour ceux qui sont propriétaires ou qui sont locataires dans le parc social, parce qu'en fait, ils disent, on commence à voir les prix Augmenter. augmenter dans les supermarchés, la baguette de pain, elle est passée de 1 euro à 1,20 €, 1,30 €. Donc en fait, ces évolutions-là, elles peuvent susciter des freins. Ouais, Et en même temps, enfin, dans les travaux qu'on mène avec bon nombre de promoteurs ou d'aménageurs, on entend aussi des habitants qui disent qu'il faut que le quartier change, il faut qu'il y ait des nouveaux arrivants, il faut qu'il y ait du sang neuf, il faut qu'il y ait de l'activité. Ils veulent pas
des villes dortoirs, ils ne veulent pas que leur quartier s'endorme. Le seul problème, c'est que dans la façon qu'on a eu ces derniers temps, ces dernières décennies de construire la ville, les habitants, on est allé les voir tard. Merci beaucoup Frédéric Gilly d'avoir été avec nous, on vous libère. Renaud Cormier, Stéphane Dallier, vous restez avec nous. On a parlé construction, on va parler maintenant plus spécifiquement du Pinel et du Super Pinel. L'extinction du dispositif Pinel est programmée pour fin 2024. Ce sera une fin progressive dès janvier 2023. Ces taux de réduction d'impôts vont diminuer, mais il sera possible de les conserver à condition que le logement soit éligible au nouveau dispositif, au Pinel Plus, aussi appelé le Super Pinel. Je préfère d'ailleurs cette appellation, le Super Pinel. C'est-à-dire que le logement respecte certaines conditions, comme des surfaces minimales, un espace extérieur et une consommation énergétique très compétitive. Renaud Cormier, je le dis en introduction, votre association, la FIL, a déposé un amendement dit technique au projet de loi de finances 2023 visant à instaurer une période de transition pour le Pinel jusqu'au 1er avril 2023. Allez-y, dites-nous tout. Alors oui, deux précisions. C'est une période transitoire pour non pas le dispositif Pinel, mais pour les réservations qui se sont faites dans le cadre du dispositif Pinel en 2022 qui n'auront pas été actées au 31 décembre. L'idée, c'est de dire que les gens ont réservé en 2022 en pensant bénéficier d'un Pinel à taux plein et de leur donner le temps jusqu'à avril de pouvoir acter ces opérations en restant dans le dispositif, je dirais, dans lequel ils ont réservé. Mais je dirais, on ne joue pas la montre, on ne demande pas le décalage. Les réservations à compter du 1er janvier, dans le cadre de cet amendement, seront bien dans le cadre du décret de mars dernier qui définissait l'avenir de la Pinel et de la Super Pinel à partir du 1er janvier. Ça, c'est le premier point. Deuxième précision, elle est très importante, c'est que cet amendement, nous l'avons déposé au Sénat, puisque des amendements de ce type avaient été déposés à l'Assemblée, mais n'ont pas pu être étudiés à cause de l'application du 49.3. Et donc cet amendement ne sera définitif qu'une fois qu'il sera passé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et à la condition que le gouvernement ne détricote pas cet amendement. Donc on fait aujourd'hui feu de tout bois auprès évidemment et de Bercy et du logement pour bien expliquer que c'est un amendement technique, qu'il vise surtout à ne pas aggraver la situation. Hein, l'expression que j'ai utilisée l'autre jour, c'est de dire on est un peu dans l'ornière, merci de ne pas creuser l'ornière. Les gens de toute bonne foi ont réservé en pensant avoir un dispositif à taux plein, parfois presque début 2022, pour des raisons techniques, d'allongement de durée des financements, de parfois de décalage de début des opérations. Ils ne pourront pas tous avoir acté au 31 décembre. Ouais. Donc il faut simplement de laisser le temps, ce qui a été fait à chaque changement ou évolution de dispositif par le passé. Donc on ne voit pas pourquoi cette fois-ci on ne pourrait pas avoir le même dispositif. Vous êtes plutôt confiant, mais il y a quand même un petit suspense du coup, on attend d'avoir la réponse de l'Assemblée. Voilà, 13-14 décembre, ça passera, ce qui est très tard quand même parce que on se rapproche très vite de la fin de l'année. Bah oui. À propos du Super Pinel, parce que bon, vous nous parlez effectivement de cet amendement technique, mais vous êtes assez critique finalement à propos du Super Pinel. Il paraît que vous dites, parce que j'ai mes sources quand même, il paraît que vous dites que le Super Pinel était une super idée pré-Covid. Pourquoi vous dites ça ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une idée qu'on nous a pitchée en septembre 2019. En septembre 2019, il y a une réunion interministérielle et qui rassemblait un certain nombre de représentants des différentes professions concernées par l'immobilier. Et on nous a expliqué que le Pinel, c'était très bien, qu'on avait compris qu'effectivement, c'était indispensable aujourd'hui d'avoir des aides à l'investissement locatif dans le neuf, qu'on avait compris que c'était quand même vertueux même pour les finances de l'État. Simplement, à partir du moment où c'était une forme de subvention, l'État était légitime à s'assurer de flécher au mieux ses subventions. Et on nous a demandé quelles étaient les pistes. Et comme on a sans doute voulu orienter nos réflexions, on nous avait présenté plusieurs pistes. Et une de ces pistes ressemblait furieusement à ce qui est aujourd'hui la Super Pinel. Qui a été présenté. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid est passé par là, qu'il y a eu une commission qui a été mise en place par M. Rebsamen, ou confiée à M. Rebsamen, sur le sujet de la qualité du logement. Et finalement, on nous a sorti un peu post-Covid cette Super Pinel où l'idée était de dire les logements doivent être encore plus qualitatifs. On se soucie quelque part du fait que les logements neufs soient plus grands, soient plus traversants, soient à des conditions thermiques notamment plus exigeantes. Et qu'est-ce qui vous posait problème du coup là-dedans ? Parce que l'idée est quand même bonne. Sur le papier, c'est une très bonne idée. Simplement, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Quand je dis c'est pas dans l'air du temps, c'est aujourd'hui, c'est déjà difficile pour les promoteurs de sortir des opérations en Pinel à des prix et à des rendements qui permettent à des investisseurs de les suivre sur ces opérations-là. Le problème de la Super Pinel, c'est que par définition, c'est un dispositif qui est inflationniste. Donc sur un plan purement économique, ne serait-ce que le fait d'exiger des surfaces minimales,
vous allez augmenter le prix de revient de plusieurs pourcents pour les promoteurs et donc vous allez aggraver la problématique de désolvabilisation des investisseurs. Et puis, deuxième petit point, on parle d'artificialisation des sols. À partir du moment où vous demandez des surfaces plus grandes, par définition, vous augmentez l'artificialisation des sols. On parle de décarbonation de l'économie. À partir du moment où vous demandez des logements plus grands, l'empreinte carbone de la construction d'un logement, il est aussi lié à son nombre de mètres carrés. Alors, donc, il y a un petit côté, moi j'ai coutume de dire un peu provocateur, c'est comme si on donnait une prime à la casse plus importante si vous achetiez un 4x4. Pas très logique. Alors justement, on va voir ça avec notre promoteur Stéphane Dallier, je me tourne vers vous. Le Super Pinel impose effectivement des surfaces minimales pour les logements. Quelques exemples, 28 m² pour un T1, 45 m² pour un T2, 62 pour un T3, avec des espaces extérieurs pour tous les logements. Stéphane Dallier, est-ce que ces normes, elles sont réellement différentes des standards de marché actuels? Pas énormément. On voit bien que depuis quelques années, on privilégie les surfaces extérieures. Et d'ailleurs, le vrai révélateur a été le Covid, puisque ceux qui étaient confinés chez eux avec un espace extérieur n'ont pas vécu exactement pareil que ceux qui étaient dans un tout petit logement sans aucune surface extérieure. Donc ça fait déjà quelques temps qu'on se prête volontiers à faire des surfaces extérieures. Mais pas forcément pour des studios, Stéphane Dallier, par contre. Si, il y a certains studios qui ont des surfaces extérieures et c'est très bien. Après, il ne faut pas oublier pourquoi le Pinel Plus. Je crois que c'était un très bon moyen d'accélérer la transition écologique qui est nécessaire. Nexity est précurseur dans ce domaine depuis des années. Ça fait plus de 10 ans qu'on construit en bois. Par contre, on a toujours été très attentif à avoir un produit qui soit en adéquation avec le pouvoir d'achat des Français. Et c'est vrai que il y a certaines réglementations, je ne dis pas forcément la RE 120, mais d'avant, qui nous obligeaient à certaines choses et qui, du coup, nous faisaient un coût de construction un peu supérieur à ce qu'on avait l'habitude de faire. L'intérêt quand même du Pinel Plus, c'est que l'argent, on le met au bon endroit. Au bon endroit, c'est quoi? Il y a 3 jambes pour moi sur le Pinel Plus. Renaud l'a rappelé, des surfaces minimum. Ça augmente le confort des gens et c'est plutôt bien. Ensuite, il y a la conception, la construction, il faut qu'elle soit le plus décarbonée possible. Et ça, c'est pendant la phase de chantier. Donc, c'est une conception un peu différente. On se remet beaucoup en question. On est en train de sortir une opération 22-26 à Lyon avec 22-26, c'est quoi? C'est 22 degrés minimum l'hiver, 26 degrés maximum l'été, sans besoin ni de chauffage ni de clim. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Maintenant, ça a un coût, effectivement. Donc, il faut qu'on voit comment on arrive à financer ce surcoût. Alors, quand on est numéro 1, c'est un peu plus facile parce qu'on passe pour à peu près 2 milliards d'euros de coûts travaux, donc on est quand même plutôt bien servi. Quand on est plus petit promoteur, c'est quand même un peu plus compliqué de faire cette transition écologique. Mais donc tout ça, ça peut bien participer à faire gonfler les prix, comme le disait Renaud, construire plus grand, construire mieux, plus vert, etc. Est-ce que le Super Pinel va faire flamber les prix du neuf? Non, je ne pense pas qu'il fasse flamber le prix du neuf. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin, quelque part, qu'il soit un peu subventionné. Là, c'est une loi de défiscalisation qui permet de le faire. Souvent, on a toujours entendu que toutes les lois de défiscalisation avaient servi à une chose, c'est à faire augmenter le prix du foncier. Là, pour une fois, la loi de défiscalisation nous permet de dire que le surcoût, il est absorbé par cette défiscalisation et on le met bien dans le coût travaux. La seule difficulté qu'on a, c'est que oui, on en discutait depuis longtemps. On a eu réellement les critères en février ou en mars 2022. C'est très très récent. Et notre métier est sur un temps de conception et de réalisation beaucoup plus long que la simple loi de défiscalisation prorogée au 2024. C'est toute la difficulté qu'on a. Je me tourne vers vous, Renaud Cormier, vous êtes d'accord? Est-ce que les taux de réduction du Super Pinel seront suffisants pour rendre une opération rentable? On a un vrai doute. On a un vrai doute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est déjà en limite de désolvabilisation sur de la Pinel classique pour beaucoup d'investisseurs. Et donc là, on va rajouter, alors même si c'est pour des raisons parfaitement vertueuses, je n'ai pas de débat sur le sujet. Quand je dis que c'était une super bonne idée, mais c'est juste pas le moment, évidemment qu'on ne peut pas s'opposer au bien fondé de ce qui est dans cette loi-là. Simplement, à un moment donné, ça ne sert à rien de faire une loi s'il n'y a pas d'offre et pas de demande. Pour le moment, il y a peu d'offres, notamment parce que effectivement, c'est en mars 2022 simplement que les critères ont été arrêtés. Et aujourd'hui, nous rencontrons, nous, en tant que distributeurs, très peu de promoteurs qui ont de l'offre en Super Pinel, voire qui ont l'intention pour le moment de mettre de l'offre en Super Pinel. Et après, va se poser la question de la demande. Je pense que
ne feront de la super Pinel que des investisseurs ayant les moyens de faire de la super Pinel et qui seront prêts quelque part à obérer un peu leur rentabilité pour faire, je dirais, un geste citoyen et financer du logement plus. Dernière question à tous les deux parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous allez, en un mot, une réponse en un mot, attention, est-ce que vous allez proposer ou faire du super Pinel? Stéphane Dellier, je pense deviner votre réponse. Oui, on en fait évidemment. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les charges sont largement diminuées aussi. Et je trouve qu'on n'en tient pas assez compte dans un investissement. Regardez la facture d'électricité, effectivement, il n'a pas tort. Et bien de toutes les énergies, Renaud Cormier du super Pinel, vous allez en proposer ou pas? À la marge, et je rajouterai une précision, les charges, elles sont en moins pour le locataire la plupart du temps, pas pour l'investisseur. Le problème aujourd'hui, c'est vraiment la solvabilité de l'investisseur. S'il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas d'offre pour les locataires non plus. Et bien, ça sera la dernière réponse, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Renaud Cormier, merci Stéphane Dellier d'avoir été avec nous, merci à Frédéric Gilly également pour son intervention. Ça y est, c'est la fin. C'était la dernière émission de l'année. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Profitez bien des vacances de fin d'année, profitez bien des congés, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On revient en janvier avec toute l'équipe et avec plein de nouveautés. Et du coup, je suis très content d'être parmi les premiers à vous dire à l'année prochaine. On revient en force en janvier avec plein de nouveautés pour un prochain Point Immo.